grande première, nous allons essayer de faire une visite virtuelle sur la création de Tel Aviv, sur les premiers quartiers, etc. Donc, c'est parti. Ici, nous avons, bien sûr, la carte d'Israël. Sur le côté, la côte plénière. Et au milieu de la côte, la ville, la grande métropole de Tel Aviv. Mais la grande métropole n'a pas toujours été cette grande ville qu'on connaît aujourd'hui. Tout a commencé en fait au sud de Tel Aviv avec la ville de Jaffa, Yafo en hébreu. Yafo en hébreu, ce qui est intéressant, c'est que c'était une ville qui était à l'époque entourée de murailles et qui a ici, donc on le voit, le fameux port de Jaffa. Alors pourquoi le port est à Jaffa? Puisqu'il y avait donc une crique naturelle et c'était le dernier arrêt possible pour les bateaux avant l'Égypte. Donc beaucoup de gens vont passer par là. Et on parle déjà de Yafo et Jaffa dans la Bible. On va voir tout de suite ici par exemple un extrait de Josué. Josué, c'est celui qui va prendre le leadership du peuple d'Israël après Moïse. Donc là, on est dans le livre des Névi'im, des prophètes. Et Yehoshua, en hébreu, eh bien, va traverser le Jourdain et va commencer la conquête du peuple, de la terre d'Israël pour le peuple d'Israël. Donc nous avons au chapitre 19, par exemple, la répartition du territoire pour les fameuses tribus d'Israël. Et concernant eh bien, la tribu de Dan, là je lis le verset 40, à la tribu de Dan, selon ses familles, échut le 7e lot. Donc là on a les frontières de la tribu de Dan. Et nous avons verset 46, depuis le Yarkon et Rakon, avec le territoire devant Yafo, devant Jaffa. On va voir tout de suite une carte de l'époque. Là, c'est la carte de la terre d'Israël partagée eh bien, pour les tribus qui vont commencer à s'installer. Et nous avons ici donc la partie qui était censée être pour la tribu de Dan. Et nous avons donc la ville de Jaffa et au nord le fameux Yarkon, le fleuve Ayarkon en hébreu, qui était la délimitation entre la frontière entre la tribu de Dan et la tribu de Manassé en français. Pour rappel, pour celui qui connaît un petit peu Tel Aviv, le Yarkon, c'est le fameux fleuve qui est au nord de la ville. Et aujourd'hui, eh bien, la frontière entre Tel Aviv et le quartier de Ramat Aviv, eh bien, c'est ce fameux Yarkon. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que toute cette partie-là, qui était donc désignée pour être pour la tribu de Dan, aujourd'hui, elle est toujours connue, puisqu'on appelle tout cet endroit-là, en hébreu, le Gush Dan, le bloc de Dan. Le bloc de Dan, c'est vraiment un bloc central d'habitation, avec non seulement Tel Aviv, mais tous les quartiers qui sont autour, que ce soit Ramat Gan, Petar Tikva, etc. Tout ça, ça forme un bloc qu'on appelle le Gush Dan jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, c'est tiré de la Bible. Nous avons aussi une histoire incroyable, puisque lorsque il va y avoir la construction du temple de Jérusalem, eh bien, Salomon, le fils du roi David, va faire venir des cèdres du Liban pour la construction du temple. Alors, voilà une petite carte pour comprendre le Liban qui est bien sûr au nord d'Israël. À l'époque, pour faire venir les fameux cèdres du Liban, on ne pouvait pas passer par les terres, puisqu'il n'y avait pas encore ni de route, ni de train, etc. Puis il y a des chaînes de montagnes très très importantes ici. Alors la façon la plus simple eh bien, était de partir en bateau depuis le Liban et d'arriver en Israël par bateau, et bien sûr d'arriver donc à Yafo, au port de Jaffa. Donc là, je suis dans les chroniques, toujours dans la Bible, les chroniques, donc Ketuvim en hébreu. Et nous avons chapitre 2, verset 15. Nous abattrons des arbres du Liban, selon tous tes besoins, que les amènerons par radeau jusqu'à la mer de Jopé. Jopé, c'est l'ancien nom de Jaffa en français. Toi, tu les feras monter à Jérusalem. Donc, on a ici une trace du circuit, en fait, que prenaient ces fameux cèdres du Liban par bateau depuis le Liban jusqu'à Jaffa, pour ensuite les faire venir à Jérusalem pour la construction du premier temple. Nous avons pendant cette période de premier temple un autre personnage très important de la Bible qui va passer par là,
par Jaffa, c'est bien sûr le prophète Jonas, Yona en hébreu, qui reçoit un ordre de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prophétise contre elle, car leur iniquité est arrivée jusqu'à moi. Pour comprendre un petit peu le contexte de l'époque, nous avons ici une carte donc, de l'époque avec le royaume, l'empire assyrien. Je rappelle, on est toujours pendant la période du premier temple, on est à peu près en moins 700. La capitale assyrienne, c'est Ninive, Ninvé en hébreu. Et Jonas reçoit un ordre d'aller prophétiser contre Ninive en disant attention, etc., etc. Alors, lui, il va refuser cette fonction. Il va vouloir fuir hors d'Israël. Plusieurs commentaires qui expliquent que c'était un ennemi. Donc, prévenir un ennemi qu'il faut qu'il retourne dans des bons chemins, c'était un peu difficile. Comment faire pour fuir la présence de l'Éternel? Eh bien voilà, c'est écrit verset 3, mais Jonas se leva pour fuir à Tarsis, hors de la présence de l'Éternel, puisque on dit par tradition que la prophétie a lieu en Israël, sur la terre d'Israël. Eh bien, si on veut fuir cette prophétie, il faut fuir la terre. Et pour fuir la terre, une seule solution, prendre le bateau à Jaffa. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un vaisseau en partance pour Tarsis. Tarsis, selon ce qu'on connaît un petit peu de la région, c'était plutôt ici. On n'est pas sûr, mais c'est voilà, a priori. Donc il devait partir de Jaffa pour aller à Tarsis. Il va y avoir une tempête. Il va dire que c'est de sa faute, c'est la tempête. Ils vont le jeter à l'eau. L'histoire du gros poisson, etc. Donc c'est tout part de Jaffa. Ensuite, il va y avoir la destruction du premier temple par les Babyloniens en moins 586, construction du deuxième temple en moins 516. Et là, pour le deuxième temple, eh bien pareil, on a besoin d'avoir des cèdres du Liban. Je suis dans les hagiographes, les écrits, Ezra, toujours dans la Bible. Ezra qui va qui va expliquer un petit peu comment va se construire ce deuxième temple. Eh bien, de la même façon que pour le premier temple, ils ont fait venir des cèdres du Liban, ils vont faire la même chose pour le deuxième temple. Ils vont faire venir des cèdres du Liban. Donc là, je suis chapitre 3, verset 7. Ils donnèrent de l'argent aux carriers et aux charpentiers, des vivres, de la boisson et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour le voyage, pour amener du bois de cèdre du Liban à la mer de Jopé. Encore une fois, ancien nom de Jaffa. En vertu de l'autorisation à eux accordée par Cyrus, roi de Perse, Cyrus le Grand, qui va émettre un édit pour autoriser les Juifs non seulement de retourner à Jérusalem, mais surtout de reconstruire le temple. Donc période du deuxième temple qui va durer de moins 516 jusqu'à plus 70, où le deuxième temple sera détruit par les Romains. Et suite à la destruction du deuxième temple, eh bien, nous avons un exil massif, une diaspora juive. Donc on parle bien sûr après la destruction du deuxième temple, et c'est surtout après la révolte de Bar Korba. L'échec de la révolte de Bar Korba, en plus 135, eh bien là les Juifs vont en grande majorité quitter la terre d'Israël, et surtout Jérusalem, et donc ils vont un petit peu aller autour du monde, en Égypte, en Afrique du Nord, en Espagne, on les appelle les séfarades, tous ces Juifs-là, et séfarades qui veut dire d'ailleurs Espagne, en France, en Europe de l'Est, Ashkenaz, c'était la région de l'Allemagne de l'époque, etc., etc. Maintenant, pendant toute cette période qui va durer presque 2000 ans d'exil, eh bien, il y a eu des initiatives de retour, individuelles ou collectives d'ailleurs, à Sion, en Israël, sur la Terre Sainte. Il n'y avait pas l'avion à l'époque, donc il fallait prendre le bateau. Par exemple, la première grande vague d'Aliyah, eh bien, en 1882, des Juifs principalement d'Europe de l'Est qui vont fuir les persécutions vont venir en Israël et sur la terre d'Israël, et ils vont arriver bien sûr sur le fameux port de Jaffa. Donc forcément, ce port-là va accueillir énormément de monde. Donc la majorité des Juifs eh bien, vont se rendre dans des villes qui vont, les constructions des premiers kibbutzim, les moshavot, etc., à Jérusalem aussi, mais beaucoup d'entre eux, bien sûr, vont rester directement à Jaffa. Donc là, on a toujours ce
petit quartier de Jaffa, il n'y avait rien à l'extérieur à l'époque. Et en 1887, eh bien, des Juifs vont se dire il est temps de sortir de ce quartier pour commencer à construire une nouvelle ville. Le premier quartier en dehors des murailles de Jaffa, eh bien, sera le quartier de Neve Tzedek, qui est juste là. Neve Tzedek. On va faire une petite visite interactive de Neve Tzedek. Voilà, on est sur Google Street. Et donc, c'est un quartier très, très sympathique qu'on peut visiter aujourd'hui, qui n'a pas vraiment bougé depuis l'époque. Ici, nous avons d'ailleurs une troupe de danse qui s'appelle Batsheva, qui se produit ici. C'est un petit théâtre. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui à Neve Tzedek. C'est un endroit très agréable pour se balader. Et on va voir si on peut s'avancer un petit peu. Donc là, on est en 1887, un premier quartier en dehors des murailles. Et sur un mur donc de la grande place centrale de Neve Tzedek, eh bien, nous avons une peinture murale, une fresque qui retrace en fait l'historique de ce premier quartier en dehors des murailles. On va faire un petit zoom sur la fresque. Voilà. Et nous avons ici, nous avons ici par exemple les créateurs, ceux qui sont à l'origine de ce premier quartier en dehors des murailles de Jaffa, avec ici Monsieur Shimon Rocard. Shimon Rocard, il va voir en fait le Moïse Montefiore, sœur Moïse Montefiore, qui depuis Jérusalem, va construire le premier quartier, qui va s'appeler Mishkenot Shananim, en dehors des murailles de Jérusalem, 1860. Il va dire, on peut faire la même chose ici. Nous avons Monsieur Aaron Chouch, qui va lui dire, c'est bien sympathique, mais tu auras besoin de terre. Moi, j'ai des terrains que je peux te vendre pour pas cher du tout, à une seule condition, c'est que tu construises dans l'année ce fameux nouveau quartier. Là, nous avons un monsieur Zerach Barnett qui va dire, vous allez construire des belles maisons pour les riches, mais les plus démunis, où est-ce qu'ils vont aller? Eh bien, lui va financer la construction de maisons pour les plus démunis. Et alors lui, il va faire son alia 15 fois. À chaque fois, aller-retour, il se fait de l'argent à l'étranger, il revient en Israël, il dépense son argent dans la construction et dans le financement de nouveaux quartiers, et il repart, ainsi de suite. Par exemple, il va créer le quartier de Petar Tikva, qui deviendra la fameuse ville de Petar Tikva. Et là, nous avons un monsieur, Chaim Amzalag, donc lui, il était chef consul dans l'armée britannique. Là, on est à l'époque des Ottomans. Les Ottomans, ils vont accepter la vente, plutôt l'achat de terrain par les Juifs pour qu'ils construisent les premières villes juives sur la terre d'Israël. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a ici un Ashkenaz, un Séfarade, un religieux, un pas religieux, etc. Ils vont tous s'unir pour la première fois depuis 2000 ans pour créer la première ville juive en Israël depuis la destruction du temple. Au milieu, nous avons le développement de ce quartier, avec ici une école, des filles qui vont à l'école et qui font même de la gym. Alors aujourd'hui, ça peut paraître normal. Il faut savoir qu'à l'époque, les filles n'allaient pas forcément à l'école. Et ces premiers juifs-là, à Neve Tzedek, vont dire, eh bien, il faut que les filles apprennent à lire, à écrire, à compter, qu'elles apprennent un métier, qu'elles apprennent l'hébreu, puisque les cours se déroulaient en hébreu, langue qui va vraiment ressurgir, renaître de ses cendres, puisque l'ivrite, l'hébreu moderne, eh bien, c'est une invention récente, entre guillemets, par bien sûr, Eliezer Ben Yehuda, qui va dire, eh bien, si les Juifs reviennent sur leur terre, ce serait bien qu'ils parlent l'hébreu. Donc, on enseigne en hébreu pour que plus tard, dans les maisons, on parle hébreu, et qu'aujourd'hui, on a tout un pays qui parle hébreu. Ici, nous avons le fameux train qui va relier donc Jaffa, Neve Tzedek à Jérusalem. Et là, nous avons des grandes personnalités qui vont passer ou qui vont vivre à Neve Tzedek, avec ici bien sûr le Rav Kook, qui deviendra grand rabbin de Tel Aviv, puis grand rabbin d'Israël. Nous avons ici Shmuel Yosef Agnon, les initiales vont former Shai Agnon. Donc lui, il est écrivain, romancier, poète, et il deviendra le premier prix Nobel de littérature en hébreu, puisqu'il va écrire en hébreu. C'est une grande nouveauté. Eh bien, il va recevoir un prix Nobel. Et c'est assez extraordinaire de voir des Juifs qui réécrivent en hébreu et qui reçoivent des prix Nobel. Donc ça, c'est très intéressant. On a ici Monsieur David Shimoni, un professeur, un éducateur du quartier. Nous avons ici Yosef Brenner, un pionnier littéraire moderne,
qui va d'ailleurs être assassiné lors du pogrom arabe de Jaffa en 1921. Et nous avons ici eh bien, un rabbin, Alexander Rabinovitch, qui va être leader du syndicat des travailleurs, écrivain, biographe, etc. Donc vraiment une élite intellectuelle. En bas, nous avons un médaillon avec une femme très féministe, Deborah Baron, qui va être aussi la première femme écrivain à écrire en hébreu. Et nous avons ici, si on peut voir, eh bien, le symbole de l'Alliance israélite universelle, donc ces fameuses écoles juives qui vont être un petit peu financées autour du monde pour que les juifs puissent avoir un métier, apprendre à travailler la terre, etc. Alors, ce fameux nom de Neve Tzedek, eh bien, il est tiré de la Bible, des prophéties de Jérémie. On va voir tout de suite. Voilà. Donc, Jérémie, c'est un prophète qui va vivre la destruction du temple, qui va se lamenter sur Jérusalem, les fameuses lamentations, mais eh bien, qui préviendra, vous inquiétez pas, un jour, on reviendra en Israël. Et il y a un verset intéressant. Voilà, donc là on est au chapitre 31, verset 32. Ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. De nouveau, on redira cette parole au pays de Juda et dans ses villes, quand j'aurai ramené leurs captifs, donc la prophétie du retour des exilés en Israël. L'Éternel te bénisse, demeure de justice, montagne sainte, demeure de justice en hébreu, Neve Tzedek. Donc ils vont prendre cette prophétie du retour des Juifs en Israël, ils vont s'en inspirer pour nommer leur premier quartier. Et le verset d'après est très intéressant, verset 23, là résidera Juda avec la population de toutes ses villes, les laboureurs et tous ceux qui conduisent des troupeaux. En fait, il explique, le prophète, qu'il va y avoir donc des gens de toutes les villes qui vont se réunir, qui vont travailler ensemble, des laboureurs, ceux qui conduisent des troupeaux, tout le monde va s'unir pour travailler, pour construire ces villes. Ça rappelle très 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 fortement bien cette histoire de Neve Tzedek, où des gens qui venaient d'Europe de l'Est, des gens qui venaient d'Afrique du Nord, etc., des religions, encore une fois des pas religieux, vont s'unir pour travailler ensemble, pour construire un premier quartier en dehors des murailles de Jaffa. Donc ce quartier va se remplir, vous l'imaginez bien, assez rapidement. Il va avoir une nécessité de sortir et de continuer la construction. Il faut comprendre que tout ce qui est aujourd'hui là, donc là tout ça c'est Tel Aviv aujourd'hui, tout ça c'était que du sable, il n'y avait absolument rien. On va voir d'ailleurs une photo de la construction de quartier qui s'appellera Ahuzat Bait en 1909, qui deviendra plus tard Tel Aviv, une photo très connue où l'on voit les 70 familles qui se partagent en fait la terre qui deviendra la ville de Tel Aviv. Et alors au début, donc il n'y avait rien du tout, hein, bien sûr, c'est que du sable. Et au milieu, eh bien, il y a un grand fossé. Ils vont combler ce fossé, mais ils ne pourront pas mettre d'habitation dessus. Alors ils vont décider de faire une avenue, d'accord, ou plutôt ce qu'on va appeler un boulevard, le fameux boulevard Rothschild, ici même. D'accord, Rothschild, c'est le nom d'un grand donateur qui va aider fortement à la construction du futur État juif. Et au milieu de ce boulevard Rothschild, ils vont mettre un kiosque, d'accord, un endroit pour boire de l'eau, pour se désaltérer. Ce kiosque, messieurs, dames, il est toujours là. Et on peut le voir, donc là, on va faire une visite. On l'a vu au tout début, et là, on voit aujourd'hui la ville de Tel Aviv, avec donc boulevard Rothschild, toujours là, et au milieu, le kiosque, le fameux kiosque, le premier kiosque de la ville, qui est toujours là, qui est un petit peu rénové, mais toujours au même endroit. Et donc, on voit tout autour, on se rappelle, bien sûr, de la photo avec que du sable. Et là, aujourd'hui, eh bien, on a des bureaux, on a des immeubles, des gratte-ciel, etc. On a ici l'Institut français. Et si on se promène un petit peu sur ce fameux boulevard Rothschild, eh bien, on a un endroit très très intéressant que l'on va essayer de voir tout de suite. Alors, il s'agit en fait, je vais vous donner un peu des indices pour ceux qui connaissent et qui sont déjà venus en Israël ou à Tel Aviv. Ils ont peut-être déjà entendu parler du nom de Meir Dizengoff. Eh bien, Meir Dizengoff, c'était le premier maire de Tel Aviv, et on va tout de suite voir sa maison, donc sur le boulevard Rothschild, qui existe toujours, qui est toujours là. Et cette maison-là, donc, elle est aujourd'hui un peu comme les autres, une vieille maison à Tel Aviv, mais en fait, elle a un symbole
beaucoup plus fort qu'une simple maison. Voilà, donc là on arrive devant la maison de Meir Dizengoff. Peut-être une image pour ceux que ça intéresse. Le premier maire de Tel Aviv, Meir Dizengoff, 1861-1936. Eh bien, dans cette maison-là, plus tard, il y aura un musée. Et dans ce musée, eh bien, il y a exactement 72 ans, le 14 mai 48, en tout cas en hébreu 5 Iyar 5708, eh bien, il va y avoir ici, dans ce musée, la déclaration d'indépendance d'Israël. Voilà, donc ça c'est la salle que l'on peut voir aujourd'hui, même si le musée est en travaux actuellement. Donc c'est vraiment la salle d'origine où, eh bien, au milieu ici, il y avait celui qui va devenir le premier ministre d'Israël, David Ben Gurion, qui va faire des fameuses déclarations d'indépendance de l'État juif, 14 mai 48, juste en dessous du visionnaire, le fameux visionnaire de l'État juif, Théodore Herzl. Il faut préciser aussi que le nom Tel Aviv, eh bien, est tiré d'un roman de ce fameux visionnaire de l'État juif, de Théodore Herzl, ce roman Alpneland, qui va être écrit en 1902. Alpneland, pays ancien, nouveau, d'accord, qui correspond, on va dire, à Israël aujourd'hui. C'est un pays très ancien, qui a des bases historiques très importantes, surtout pour les Juifs. Et de ce pays ancien, on en fait un pays nouveau. C'est vraiment la symbolique de Tel Aviv aujourd'hui. D'ailleurs, Tel Aviv, c'est une expression biblique dans Ézéchiel qui va être aussi adaptée pour la ville. Et ici, dans cette salle, 14 mai 48, déclaration officielle de l'indépendance d'Israël. Pourquoi 14 mai 48? Pourquoi à Tel Aviv et pas à Jérusalem? Que s'est-il passé cette journée-là? Tout cela, messieurs, dames, est une autre histoire. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette première visite bien interactive. J'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt, en ligne ou sur le terrain, on espère en Israël très bientôt. Allez, au revoir à tous.